Ceci est donc la suite du voyage en Birmanie réalisé en 1997. Après Pagan, vu précédemment, c'est du mont Popa vers le lac Inle, puis Mandalay, qui seront visités avant de terminer à Rangoon, dont nous avons vu la Shwedagon sur le film précédent. Le mont Popa est un volcan éteint depuis plus de 20 000 ans. Il domine les plaines de la zone sèche de Birmanie centrale et joue un rôle de château d'eau. Pour les croyants, le mont Popa a une importance primordiale. Résidence de tous les génies de Birmanie, c'est le mont Olympe des Birmans. Le site est si remarquable qu'il a attiré les génies avant d'attirer leurs adorateurs humains. Les Birmans rendent un culte aux génies du ciel, de la terre, des eaux et du feu. Chaque arbre, chaque source, chaque colline, chemin, source ou mare avait son génie protecteur, un Nat, auquel les villageois rendaient hommage. Le panthéon national des Nats est régi par Monsieur Belle-Apparence et sa sœur, Madame Face d'Or. On peut bien sûr, après, aller visiter le temple situé au sommet du mont Popa. Quelques moines, ici, font leur quête matinale pour les repas de la journée. Il est rare de rencontrer un moine ermite qui a un costume particulier. Sur le bord de la route, un Bouddha ascétique est en méditation. Je rappelle ici qu'un Piyu est une fête au cours de laquelle des enfants de 4 à 8 ans vont rentrer au monastère pour 2 ans environ. Les maisons, comme beaucoup, restent ici traditionnelles. La maison est sur pilotis, avec sous la partie à vivre, le bétail, la charrue éventuelle, les métiers à tisser et les volailles. Pourquoi pas 10 d'un coup? Un par jour? Pindaya est une petite ville située à 1300 mètres d'altitude sur le plateau Shan. Elle est le refuge de nombreuses ethnies, notamment les Danous et les Pao. Le marché est des plus intéressants. Il est un événement hebdomadaire
qui rassemble les populations alentour. Sur ce stand, on vous propose quelques larves comestibles, soi-disant. Ici, cette femme découpe des feuilles de bétel qui, avec des morceaux de noix d'arec pilées et un peu de chaux, constitueront une délicieuse chic. Fameux pao.
Situé donc sur le haut plateau fertile, Pindaya présente une grotte aux 8000 Bouddhas. Elle est réputée, cette ville, pour cette grotte que l'on voit là-haut. On voit ici quelques chariots de nomades qui se sont arrêtés à Pindaya. Oh, Manique en plein dedans. Ah, dégoûtant. C'était un monument important pour leur histoire qu'il fallait donc le rénover. Alors par contre, est-ce qu'il a été rénové ? De l'entrée de la grotte, on distingue Pindaya et son lac. Dans cette grotte aux multiples Bouddhas, voilà un Bouddha arakanais avec ses grandes oreilles, si on peut dire, et bien d'autres merveilles. Le monastère de Shweyanpye, situé au nord du lac Inle, est fait de bois et repose sur de robustes pilotis. Il a été construit au XXe siècle et présente des fenêtres ovales. Son intérieur est richement sculpté. Il est toujours habité par des moines novices. Ce monastère est réputé pour son caractère photogénique, avec des petits novices accoudés aux grandes fenêtres ovales. Les murs d'une pagode proche de ce monastère sont percés de niches qui abritent des Bouddhas posés là en signe de remerciement ou de prière. Devant le monastère, deux jeunes filles font une sorte de quête auprès des voitures qui passent pour entretenir ou embellir le monastère qui leur est cher. Les berges du lac sont principalement cultivées de riz. Ces scènes sont le reflet d'un travail
de préparation de la rizière particulièrement harassant. Ici, nous pouvons assister au repiquage du riz. Au premier plan, un homme déterre les plants, les envoie à un porteur qui les emmène aux femmes chargées de repiquer les plants. Un long chenal nous emmène maintenant vers le lac proprement dit. Les buffles vont aussi vers le lac et leur pâturage. Ici, tous les transports se font par voie d'eau. Les villages sont sur pilotis et Suité est situé près des berges du lac. Le lac mesure, suivant la saison, entre 2 et 4 mètres de profondeur. Ici, 2 hommes chargent leurs barques de jacinthes d'eau qui envahissent le lac. Elles serviront, on le verra, à fabriquer les jardins flottants. On distingue bien ici la façon de ramer des hommes, qui ont un parfait équilibre sur leur étroite pirogue. Ils rament avec une jambe, ce qui leur permet, pour pêcher, d'avoir les 2 mains libres. Les femmes, elles, rament normalement. Une fois de plus, parmi mes films, ce film est ancien, et on va voir la façon traditionnelle de pêcher sur le lac. Mais si j'en crois les voyageurs récents, cette façon de pêcher à la nase a totalement disparu depuis 10 ans au profit de la pêche au filet.
La pagode Pongdoou est située sur le lac Inle. Elle n'est accessible que par bateau. Elle abrite 5 petites images du Bouddha, couvertes de feuilles d'or, au point de n'être plus reconnaissables. Elles font une quarantaine de centimètres, couvertes de plusieurs centimètres d'épaisseur d'or. Selon la tradition, elles auraient été apportées par le roi de Pagan, Alangsitu, vers 1150, réputé pour sa ferveur religieuse. Le monastère est ouvert, mais dans la tradition du Theravada, le petit véhicule, seuls les hommes ont le droit de toucher les statues pour y placer des feuilles d'or. On peut atteindre le petit village d'Indain en remontant une rivière sur laquelle 3 petits rapides sont à franchir. La remontée de cette rivière est paisible et bucolique avant d'arriver à ce village qui fourmille d'artisans. En remontant un chemin pédestre, on arrive à un ensemble de 1000 stupas et de temples du XVIIe siècle, en briques pour la plupart. Ceci est au milieu d'une végétation desséchée, envahissant le site lui-même occupé par les serpents. Je donne un coup de pied dans une pierre. C'est une tête de Bouddha laquée. Déjà bien abîmée, certes, mais elle se retrouvera malgré les risques sur ma bibliothèque. Sur le lac, les artisans sont nombreux. On va en voir quelques-uns. Ici, séchage du tabac pour la confection des cigares dont les femmes raffolent. Plus loin, nous venons surprendre le forgeron en plein travail de fabrication de lames shan, de grands sabres, et dont on voit que le soufflet est particulièrement manuel. Ici, les assistants s'occupent de la lame. J'aimerais pas être à sa place. Le bruit régulier des métiers à tisser nous a attirés. Ici, cette femme étire des fils de lotus d'une finesse extrême. Le fil est à peine visible, bien plus fin que la soie. C'est une activité traditionnelle. Comme on le voit ici, ce lac est d'une exceptionnelle beauté. Particulière est, comme on l'a déjà vu, la façon de ramer
des Inta. Une autre spécificité de cette région est la culture de jardins flottants. Chaque jardin mesure environ 1 mètre de largeur. Il est fixé par quelques piquets au fond du lac. On peut bien sûr déplacer les jardins. Il y pousse tomates, concombres et tout ce qu'on peut imaginer. Arrivé le matin de bonne heure au port de Nampam, petit village tout à fait au sud du lac Inle, où se déroule un marché. Pas de touristes en 2004. Que des paysans birmans qui descendent de la montagne avec leurs chars à bœufs ou des Inta qui viennent avec leurs pirogues. Le grand intérêt pour moi de la visite des marchés est celui de la rencontre des ethnies locales. On trouve sur ce marché tout ce dont on peut avoir besoin. On peut même, comme on va le voir, venir s'y restaurer. Retour des buffles et de 2 touristes, direction Mandalay, pour les touristes. Pour l'instant, Mandalay est sous couvre-feu. En effet, un attentat a été réalisé par les bouddhistes sur une mosquée et
musulmans se sont vengés en détruisant un temple bouddhiste. On ne sait pas donc si on pourra rentrer dans la ville, qui semblerait être interdite aux touristes. À quelques kilomètres de Mandalay, on trouve Sagaing. Sagaing a été la capitale royale pendant 3 ans environ, avant qu'Inwa l'ait reprise en 1764. Mais elle reste une ville spirituelle importante pour les Birmans, attirant beaucoup de gens pour les méditations dans les monastères. Cette colline a de nombreuses pagodes, monastères et centres de méditation. Elle est connue pour un lieu de paix pour les bouddhistes. Finalement, malgré le couvre-feu, on pourra visiter Mandalay. À Mandalay, dans le quartier des sculpteurs, on trouve de nombreux ateliers qui sculptent principalement des Bouddhas de toute taille, comme on va voir. Ils sont en marbre, en pierre, ils sont polissés, magnifiques. Ici, ce sont des artistes potiers qui travaillent le même sujet de prédilection en Birmanie, le Bouddha. D'autres artistes travaillent sur le bronze. Les reproductions sont souvent toutes identiques entre elles. On va voir sur l'image suivante des préparations de petits Bouddhas en bronze à la cire perdue. La cire va être fondue par la chaleur et remplacée par le bronze qui apparaîtra après la fracture du moule de plâtre. Un autre artisanat particulièrement représenté à Mandalay est la fabrication de ces feuilles d'or extrêmement fines, bien sûr destinées à couvrir les Bouddhas et les dômes des stupas. Les feuilles écrasées entre deux feuilles de bambou à coups de masse mesurent 3 millièmes de millimètre d'épaisseur. Le Bouddha Mahamuni qu'on va voir a 15 cm d'or d'épaisseur. Si vous voulez leur donner un peu d'argent, vous placez à l'endroit de la frappe. Dans le temple de Mahamuni, on y trouve l'un des Bouddhas les plus sacrés du pays, objet d'une ferveur populaire. La statue du Bouddha exposée dans ce temple aurait été rapportée par les armées du roi Podopaya du royaume d'Arakan comme prise de guerre en 1784. Elle est constituée de 6 tonnes de bronze. Des feuilles d'or sont régulièrement ajoutées sur son corps, qui est lavé chaque matin par les moines. À une dizaine de kilomètres de Mandalay, le pont d'Ubain est un pont de teck situé sur un lac à Amarapura. Il a été construit à partir de 1849 par le maire Ubain avec des colonnes de teck abandonnées lors du transfert de la capitale d'Amarapura à Mandalay. Il traverse le lac sur 1,2 km pour aboutir près du temple de Kyongtonji Paya.
d'origine, je trouve. Hein. Ils sont une forte poitrine. Non, ça t'en fait pas avoir de si belles peintures. Comme ça, tu vas trouver. Il suffit de traverser le large. Il y a des choses vraies comme un explorateur. Au port de Mandalay, port fluvial sur l'Irrawaddy, il règne une activité intense de chargement-déchargement de matériaux et passagers. Pour notre part, nous embarquons pour voir la pagode de Mingun à quelques lieues en amont. Dans quelques instants, nous allons voir dériver sur le fleuve un radeau de bambou. Des forestiers ont coupé ces bambous très en amont. Ils descendent le fleuve avec ce radeau équipé d'une cabane sur plusieurs centaines de kilomètres. Ils vendent leurs bambous en chemin au cours de leur voyage. On retrouve d'ailleurs les mêmes scènes sur le Brahmapoutre. Ici, il s'agit d'un radeau de teck, bois lourd, quasiment entièrement immergé. La pagode de Mingun devait devenir la plus grande du monde et atteindre 150 mètres de hauteur. Mais la construction, démarrée en 1790 par le roi que l'on connaît, Bodopaya, a été arrêtée quelques années plus tard avec le décès du roi en 1818. Un tremblement de terre en 1838 entraîna l'effondrement de la terrasse supérieure, enfouissant à jamais les trésors que le roi y avait entreposés et fissura sérieusement l'édifice. Une cloche que l'on va voir dans quelques instants était destinée à agrémenter cette pagode. Du haut de la pagode de Mingun, on distingue une autre pagode, toute blanche, à quelques centaines de mètres. Et là, par contre, ça va être... qui va siéger au monde. On se dirige vers la grosse cloche de 90 tonnes, la plus grosse cloche du monde à l'époque. Si tu en prends 5, je peux pas. Après ces tractations commerciales, on découvre qu'un piou s'organise au pied de la pagode. Un piou est une fête organisée pour l'entrée d'enfants dans un monastère, ceci pour 2 ans ou plus. Les enfants sont costumés comme l'était Bouddha. Ils sont déplacés sur des chars à bœufs et la fête s'accompagne d'offrandes et de musique.
Oui, si, je le vois de là. Si. Oh, si, il danse, c'est joli. Eh oui. Il va on redescendre alors, hein, on va aller voir. Oui, c'est un peu loin. Ah oui, oui. Ouais, bien. À nouveau, un radeau de bambou filmé en 97. Ici, une photo prise récemment en 2020. Retour au port de Mandalay, où j'ai assisté à une scène de chargement de grumes de teck sur un camion. Cette scène en 97 est, on va dire, collector, car lors de mon deuxième passage, en 2004, ce sont des grues qui permettaient ce travail. Ici, on voit deux buffles attelés avec le bouvier en train de sortir deux grumes de teck du fleuve. Après avoir sorti les deux grumes de l'eau, les buffles s'apprêtent à monter ces deux grumes sur un camion d'un autre âge.
C'est monté par derrière, puis lui il soulève par devant. Et voilà. Astucieux. On voit ici les grumes s'empiler sur le camion. Et là, il a passé au niveau supérieur. Il veut une cigarette. Elle n'en a pas eu. Tu n'en plus, maintenant. Quand le chargement devient plus haut sur le camion, la technique s'affine. On va voir comment ils vont s'y prendre pour pousser ces grumes jusqu'au fond du camion. J'avoue que personnellement, j'ai été fasciné par cette scène d'un autre âge. Tiré sans voir. Il sentait pas mauvais. Et la colline de Saguin au fond. La colline de Saguin. Comme on le voit, le passage entre deux wagons, notamment pour le wagon-restaurant, est quelque peu périlleux. En fait, il ne s'agit pas d'un wagon-restaurant, mais d'un wagon-cuisine avec le feu de bois. Un conseil, si vous aimez la Birmanie, voyez ce film rare sur l'Arakan, région de Birmanie peu visitée, avec ses femmes tatouées et ses temples de morphologie inhabituelle.